Bonjour à tous. Donc, premièrement, je m'appelle Olivier Caquet, je suis membre, de l'association Biotrace et du master 2 des Tech Bio. Donc, premièrement, je tiens à vous remercier et à remercier tous les intervenants du congrès, Biotrace, ainsi que le comité scientifique et le public du congrès qui a participé, pour les sessions antérieures. Donc, ultérieures, pardon. Je vais vous présenter, la dernière session du 16e congrès Biotrace qui s'intitule «Communication et réflexion scientifique». Elle se décompose en 3 présentations différentes. Donc premièrement, celle qui va avoir lieu maintenant, c'est la présentation de monsieur Thierry Brassac, qui est responsable du service culturel et scientifique de l'université de Montpellier. Donc il nous présentera Atom Hotel. C'est un web documentaire qui dépoussière le tableau périodique des éléments. Deuxièmement, nous aurons le plaisir de visionner la présentation de monsieur Bagnolini, qui est chercheur en philosophie et naturaliste à l'université de Montpellier, qui est également membre de l'association Co-Sciences. Sa présentation portera sur la place de l'amateur dans la confection des connaissances scientifiques et techniques, allant des sociétés savantes, des sciences citoyennes, en passant par le biohacking. Et enfin, la troisième présentation sera réalisée par monsieur Jérémy Attard, qui est membre du collectif Cortex et qui traite de l'autodéfense intellectuelle et l'esprit critique. Il nous présentera quelques outils d'autodéfense intellectuelle rassemblés autour d'une discipline qui est la zététique. Pour nous, cette dernière session est très importante car, l'intégrer dans un congrès où on traite des microbiotechnologies, nous sommes totalement alignés avec le contexte actuel dans lequel on vit. En fait, on a bien vu que dans un contexte de pandémie, la place de la communication scientifique, elle est primordiale et cette dernière doit être bien faite car l'auditeur doit être apte à comprendre et analyser, en fait, les informations. Donc à l'issue des 3 présentations, de la session communication et réflexion scientifique, on va proposer une table ronde à tout le public, les membres de l'association, les intervenants, le comité scientifique, qui sont bien sûr tout le monde est invité à participer et la thématique de la table ronde, c'est Covid-19 et vaccination. Maintenant je vous laisse en compagnie de monsieur Thierry Brassac qui va vous présenter Atom Hotel, le web documentaire. Merci beaucoup et bon visionnage. Bonjour, monsieur Martin. Bonjour. Alors attendez, parce que j'ai un problème de tuk-tuk. Bon, vous m'entendez bien, ça va pour vous? Très bien, je vous entends très Ouais. bien. Je ne sais pas si Ok. l'audience vous entend bien aussi. Moi, c'est bon. Ce serait bien. Ok. Ce serait pratique. Bon. Ok, parfait. Ok, on y va, très bien. Donc c'est vous qui vous occupez du diaporama, c'est ça? Parfait. Super. Exactement. C'est à vous, par contre, de passer les diapos. On peut faire un petit test avant. Vous Oui. appuyez sur les flèches gauche et droite. Parfait. Ça marche. Voilà. Parfait. Et du coup, quand on arrivera, juste une petite Oui. précision, quand on Je arrivera vous donc écoute. au diapo où vous avez Ouais. demandé des questions, je Oui. changerai, ça prendra un instant pour amener justement Ouais, sur ouais. le sondage et on reviendra ensuite sur la présentation. Ok. Ça prendra un instant. Bon, ben parfait, on va faire ça. Voilà. On va Très bien. faire ça. Donc, juste une chose, a priori, le public, c'est essentiellement des étudiants. On est bien d'accord? Essentiellement des étudiants. On a aussi Ouais. plusieurs personnes qui ont intervenu durant le congrès qui sont là. On a notre comité Ok. scientifique et des D'accord. anciens étudiants aussi. Ok, parfait. Bon, ben allons-y. Parfait. Parti. Donc, on a une petite heure ensemble. On va essayer de l'occuper le mieux possible. Donc, moi, je suis le responsable du service culture et scientifique de l'Université de Montpellier. Plus particulièrement, en fait, il y a 2 services culture scientifique à l'Université de Montpellier depuis le 1er janvier. Un qui s'occupe plus particulièrement de l'événementiel et des actions sur le territoire de la région Occitanie. Et moi, je m'occupe plutôt de la partie innovation et formation. Donc, entre autres, s'il y a des doctorants parmi vous, on a mis en place une formation à la médiation scientifique pour les doctorants, qui fait partie des modules de l'école doctorale. Et il y en a un qui sera programmé au mois de juin, je pense. Alors, la date n'est pas complètement définie encore, mais... et donc, ben voilà, effectivement, mon travail consiste à développer des actions de médiation scientifique qui, bien entendu, ne sont pas des actions de communication.
C'est-à-dire qu'à l'université, il y a un service communication avec qui on travaille régulièrement, en fait. Mais le but du jeu de la médiation, c'est pas de parler spécifiquement d'une institution, mais c'est plutôt de parler de la science, indépendamment de... en fait, en gros, quand on organise des événements, et d'ailleurs, je vais faire un peu de promo au passage, hein, ce soir, il y a donc un événement qui s'appelle les Bars des Sciences, qu'on organise en live sur YouTube. Il y a un événement à 19h sur la question de l'éthique et des droits des animaux. Et ben, donc, c'est sur la chaîne YouTube de l'université qu'on travaille. Et après, bien entendu, on travaille avec des chercheurs de l'université, mais on travaille avec tous les chercheurs qui ont potentiellement quelque chose à raconter sur cette thématique-là. Donc, je pense qu'il y a une spécificité aussi quand on travaille au sein d'une université. Parce que, alors on peut travailler dans un musée, on peut travailler dans un centre de sciences, on peut travailler dans une association, on peut parler dans tout un tas de structures. Et en fait, bah moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est d'être capable de travailler avec au sein de l'université, c'est-à-dire au sein de l'endroit même où se crée la nouvelle science et les nouvelles recherches, en fait. Et vous allez voir que dans le travail qu'on développe, c'est même pas aussi intéressant, c'est même plus important de parler de quelles sont les méthodes de la recherche scientifique plutôt que des résultats. C'est-à-dire que les résultats sont une chose, mais ce qui est super important, c'est de se dire bah, comment on produit la science, comment on remet en question les résultats scientifiques, comment on valide des résultats scientifiques, quelle est la durée de vie de la vérité scientifique. Et bien entendu, tout ça, c'est des questions qui résonnent très fort par rapport à ce qui a été dit en introduction, et que effectivement, bah, la crise du Covid, c'est quand même enfin, je veux dire, un phénomène de société dans lequel bah, on se rend compte que, bah oui, en fait, la réalité elle est plus complexe que ce qu'on entend sur certains médias, que une pandémie c'est quelque chose de compliqué, que l'infectiologie c'est quelque chose de compliqué, que vacciner les gens ou produire des vaccins c'est quelque chose de compliqué. Et tout ça, ça nous oblige effectivement à parler un petit peu de comment, comment on fait un vaccin, par exemple, pour essayer de comprendre justement, enfin voilà. Donc la culture scientifique, enfin pour moi, c'est comme ça que je la conçois. C'est ça aide à comprendre le monde, mais ça aide aussi à prendre des décisions. Et je pense que ça n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui, qu'il y ait une proximité entre la recherche et le grand public, et surtout qu'on ait, on va dire, des citoyens qui soient éduqués des choses scientifiques, et votre domaine, il est bien placé pour savoir que oui, la science, c'est compliqué, et tout le monde ne peut pas avoir forcément connaître les choses en microbiotechnologie. Par contre, dans les choix de société, il y a des choses qui doivent être décidées, et plus les citoyens sont éduqués à la complexité du monde, et plus c'est facile. Voilà. C'est une petite introduction, je suis désolé, je me suis un peu emballé. Donc voilà ce que nous faisons à l'Université de Montpellier. Vous avez le site. On est sur les réseaux sociaux, on est sur Twitter, on est sur Facebook, mais quand même de plus en plus sur Twitter. Et vous avez l'adresse du site. Donc on fait des projets divers et variés. On fait des projets sur la littérature jeunesse et l'écologie. On fait des projets autour des atomes, ça je vais vous en parler un petit peu plus. On organise la fête de la science au niveau du département de l'Hérault au mois d'octobre depuis 6 ans. Ça sera la 7e année là. Donc la fête de la science, qui est un événement quand même important de rencontre entre les citoyens et le grand public et les chercheurs. On a fait, en gros, avant de participer, j'avais proposé aux organisateurs 2 événements, enfin 2 gros projets sur lesquels on avait travaillé. Un projet autour de l'ours en peluche et un projet autour des atomes. Donc forcément, on a choisi les atomes. Vous allez voir, c'est fun aussi. Et les ours en peluche, pour vous montrer un petit peu comment on réfléchit et comment on travaille, c'est l'idée que en fait, si on veut apprendre aux enfants qu'est-ce que c'est les sciences naturalistes ou qu'est-ce que c'est la classification, la méthode, encore une fois, d'étude de la classification, en fait, si on prend des molécules d'ADN ou si on prend des ours en peluche ou des peluches, globalement, les méthodes sont les mêmes, en fait. Et sauf que c'est plus facile et plus fun avec les ours en peluche avec les enfants qu'avec des molécules d'ADN. Donc voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Donc ça, c'est tout un gros projet qui s'appelait la peluchologie. Donc la peluchologie qui est enseignée... Enfin, en gros, l'Université de Montpellier est la seule qui enseigne la peluchologie. Et il y a des étudiants de master médiation scientifique à Montpellier qui ont eu des examens de peluchologie, en fait, pour essayer de voir s'ils avaient bien compris le principe.
Et donc voilà, c'est un projet qu'on a initié pendant l'année internationale de la biodiversité et qui ne nous quitte plus jusque-là. Et on croise les doigts, on devrait peut-être avoir une publication scientifique autour de la polluchologie qui est en cours de rédaction. On a les résultats, mais il faut qu'on la rédige. Comme quoi, on peut aussi aller jusqu'au bout de la médiation et avoir une telle proximité entre la médiation et la recherche que les résultats d'une action de médiation peuvent devenir des résultats scientifiques publiables. Et ça, bon, ça n'arrive pas tous les jours, mais là, on est assez fiers de ça. Voilà. Peut-être dans les commentaires, si pour vous c'est pas clair médiation, il faut que vous me posiez la question parce que je considère ça un peu comme évident de savoir ce que c'est, mais si jamais ça vous pose question, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Alors, revenons à nos atomes, mais juste avant, je vais juste vous dire un petit peu qui je suis parce qu'en fait concrètement, donc je sais pas à quel niveau d'études vous êtes, mais c'est pas parce qu'on fait des sciences qu'on va devenir chercheur en fait. Donc on peut faire plein de métiers. En gros, à l'université, vous apprenez plein de métiers. Et moi, j'ai fait de la biologie. En fait, au début, je voulais faire du journalisme. Et puis, on m'a un peu incité à faire des sciences parce que ça ouvrait plus de portes quand même que les carrières littéraires. Donc, j'ai fait des sciences, mais je suis un littéraire qui a fait des sciences en fait au départ. Donc j'ai fait, alors il est interdit de se moquer du fait que j'ai eu un DUG-B qui n'existe plus aujourd'hui, hein, mais donc j'ai fait un DUG-B comme biologie. Après j'ai fait une maîtrise qui s'appelait biologie santé, dont un stage Erasmus 5 mois à Londres. Après un DEA, alors tous mes diplômes ils n'existent plus, hein, on ne se moque pas. DEA biologie santé, service civil et une thèse. Alors on n'a absolument pas besoin de faire une thèse hein, pour faire de la médiation. Hein. Il y a plein de masters médiation scientifique qui existent en France. Hein. Il y en a 4 ou 5 qui sont importants. Et moi, j'ai fait une thèse, mais en même temps que ma thèse, j'ai commencé à faire de la radio, des articles de vulgarisation, des événements pour la fête de la science. Enfin voilà, j'ai fait tout un tas d'opérations qui montraient que, ok, j'aimais bien la recherche, mais pas que ça. Et de toute façon, il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas de la place pour tout le monde en recherche. Donc moi j'étais très content et encore une fois je pense qu'aussi mon angle de dire que les méthodes de la recherche sont super importantes, c'est que j'ai aussi eu la chance de pouvoir passer presque 4 ans dans un laboratoire de recherche, de voir ce que c'est de faire du travail expérimental, ce que c'est de faire des congrès, ce que c'est de faire des publications scientifiques et de voir vraiment l'envers du décor du monde des laboratoires en fait. Encore une fois, pas celui qu'on vous montre dans les reportages à la télé où on met des lumières un peu colorées sur les flasques pour que ça fasse joli et que ça fasse un peu que ça ressemble à une série télé, mais à l'envers du décor des laboratoires et du processus de fabrication de la recherche et des résultats scientifiques. Après, j'ai eu la chance de pouvoir avoir de demander un financement et de l'obtenir pour aller passer 3 mois dans un musée, c'était 5 mois en fait, je pense que je me suis trompé, dans un musée des sciences à San Francisco. Donc ça, c'était une expérience vraiment importante et fondatrice en fait, hein, parce que c'était pas n'importe quel musée, l'Exploratorium, si vous voulez aller voir. C'est un musée qui a été très pionnier, qui s'est inspiré de ce que faisait le Palais de la Découverte et qui a développé après des actions de médiation propres. Et donc en 2006, j'ai eu un poste de chargé de la médiation scientifique. Donc ça, c'est un métier que vous connaissez peut-être pas. Alors, toc. Alors là, attendez, j'ai les flèches qui ne marchent plus. Ça marchait tout à l'heure. Ah si, je peux faire là, directement. Pof. Donc, chargé de la médiation scientifique. Donc, je vous laisse un petit peu lire pendant que je vous raconte ça, hein, mais quelque part, c'est organiser des opérations à caractère scientifique, mais mine de rien, il y a pas mal de choses qu'on apprend quand on fait de la recherche qui sont nécessaires pour faire de la médiation. Déjà, il faut faire de la veille scientifique sur les sujets. Il faut être capable de comprendre un sujet scientifique de façon assez en profondeur pour être capable d'en parler simplement, en fait. Et puis, voilà, il y a tout un tas d'activités. Ça peut être organiser des conférences, des expositions, des animations. En termes de compétences, voilà, il faut avoir au moins un domaine de compétences scientifiques, en fait. Et des savoirs sur l'environnement professionnel aussi, qu'est-ce que c'est travailler dans un musée, dans une université, dans une association. Et après, je ne vous cache pas que l'anglais est aussi relativement important parce que moi, je fais beaucoup de ma biblio. Ça, c'est un des restes de... Peut-être qu'il y a d'autres gens qui sont... Mais en gros, quand je fais de la veille scientifique, il y a beaucoup plus de choses
qui sont disponibles en anglais qu'en français, même dans les articles de vulgarisation et les sites de vulgarisation, en fait. Donc, ça vaut le coup de... L'anglais, c'est important, de toute façon. Alors après, je vais vous poser une première question. On va voir un peu si vous êtes... si on arrive à mettre en place de l'interactivité, parce que c'est un peu la source, hein, l'interactivité, c'est un peu la base. Donc là, j'avais une question qui peut-être va être relayée par nos amis de la technique. La question, c'est quel est votre atome préféré? Et en 2-3 mots, pourquoi cet atome est votre atome préféré? Parce qu'en fait, c'est ça va me laisser le temps de vous expliquer justement la genèse du projet Atomotel. Donc Atomotel, l'idée c'était pendant l'année internationale de la chimie, c'était en 2012 je crois. Et on s'est dit, ben voilà, comment on peut faire la médiation de la chimie de façon un peu originale et sympa. Ben, on s'est dit qu'on allait attaquer la chimie par la face nord. Et la chimie par la face nord, ça veut dire que c'était le tableau périodique des éléments. Donc je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà fait des cauchemars du tableau périodique des éléments, mais bah, moi, j'ai pas forcément fait des cauchemars, mais en fait, l'idée, c'était de partir d'un constat de ce tableau des éléments qui fait quand même plutôt peur, qui est rempli de constantes physico-chimiques qu'on ne comprend pas toujours, qui est bah, le contraire d'un truc sympa, quoi, et d'un truc qui donne des bonnes émotions. Ça, c'est un peu comme ça que je l'ai fait. Moi, je me rappelle, quand j'étais étudiant, il était affiché sur la porte de mes toilettes, parce que on devait apprendre des trucs par cœur jusqu'à la 3e ligne, je sais plus. Et en fait, c'était toute la base du truc, c'était d'apprendre le tableau par cœur. Et en fait, vous allez voir que quand on fait un peu d'histoire des sciences, on se rend compte qu'il n'y a pas du tout besoin de l'apprendre par cœur, ce tableau. C'est pas du tout essentiel. Et que, au contraire, il est tellement régulier et tellement bien foutu que on peut très bien comprendre les choses sans l'apprendre par cœur. Donc, je vous laisse voter. Alors, je ne sais pas si je continue la diapo. Est-ce que vous pouvez continuer à voter? Ça, il faudrait qu'on me dise si c'est possible ou pas. Mais on est à 9% de vote. Je pense qu'on peut faire mieux. Et on essaiera de prendre un temps pour analyser vos réponses. Sont super importantes pour nous, en fait. Parce que je suis sûr que si je pose la question à l'audience que j'ai en face de moi, ou à une audience de physiciens, ou à une audience de personnes du grand public, j'aurais pas du tout les mêmes résultats, et c'est ça qui est intéressant. Mais on en connaît tous quelques-uns. Et voilà. Donc, est-ce que, je ne sais pas si on peut laisser, j'espère qu'on peut laisser encore le vote en cours. Par contre, il faudrait que je puisse repasser sur le diaporama si c'est possible. Alors, on peut pas aller sur le diaporama et avoir le vote en même temps. Ah, ok. Mais par contre, en attendant quelques réponses de plus, si vous voulez, je peux vous dire celles qui sont dans le chat, qui sont apparues dans le chat. Ah oui, parce qu'on n'a pas les résultats, c'est ça? On n'a pas encore les Alors résultats dépêchez-vous. avant la fin du vote. Alors voilà, c'est ça le truc, c'est dépêchez-vous de répondre, parce que tant que vous n'avez pas répondu, allez à au moins 30%, on est d'accord? Ouais, quelque chose comme ça. On ne peut pas continuer le diaporama. Voilà, ça c'est de l'interactivité. Ouais, et on a envie de voir la suite, donc. C'est ça. Mais par contre, on pourra vous donner les résultats du sondage. Ouais. Si Alors vous je voulez, vois, bah, je vais lire le chat déjà. L'anti-moi. Alors le truc c'est Lisez. si je lis le chat, je vais peut-être influencer. Donc ceux qui n'ont pas voté, n'écoutez pas. Donc l'antimoine, effectivement, le nom est extrêmement drôle et il est super toxique, effectivement. Parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que quand on explore le tableau périodique des éléments, en fait, il y a tellement d'histoires à raconter avec ces atomes qui sont vachement plus sympas que de savoir qu'est-ce que c'est leur masse molaire et leur masse atomique, je veux dire. Et alors il y a le francium, parce que voilà, quelqu'un qui est chauvin, qui vote pour le francium, et ben en fait ça a été ça depuis le départ, et il y a même encore plus chauvin que nous, c'est que quand on a nommé le francium, il y a les Allemands qui juste après ont découvert le germanium, en fait. Et non pardon, c'est pas le francium, c'est le gallium, excusez-moi, je ne veux pas dire de bêtises. Le gallium pour la Gaule, et juste après, celui qui a été découvert après historiquement, c'est les Allemands, et ils l'ont appelé le germanium, et là ça a commencé à être compliqué entre la France et l'Allemagne. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore? Le niobium, alors c'est pas mal le niobium, effectivement. C'est pas évident, tout le monde ne connaît pas le niobium. Hein. J'espère que vous trichez pas, que vous regardez pas sur Internet, hein, et que ça sorte de votre tête à vous, en fait. Hein. Bon, on est à 33%, bravo. Merci à vous, en tout cas. Et le titane, voilà, parce qu'il est léger, mais très solide, effectivement. Moi, on a récupéré des petits vis en titane de Mirage 2000, en fait, parce que j'avais une stagiaire en médiation scientifique qui bossait, dont le chéri était mécano pour les Mirage 2000, en fait, et nous avait sorti, et vu que sur un Mirage, il faut gagner vraiment du poids partout, bah, même les vis sont en titane, en fait. Okay. Voilà.
Ok, Bon, merci à vous. On va repartir. Continuez à voter si vous voulez. Mais... Ah oui, non, ça va arrêter le vote, c'est ça? C'est ça, je Ok. vais finir le vote. Attendez, on peut peut-être essayer, mais non, on peut pas faire les deux. Donc, je vais finir le vote. Et je peux partager les résultats si vous voulez, comme ça on peut les voir tout de suite. Eh ben, on peut regarder, oui, moi je suis curieux, bien entendu. Ouais. Regardez. Et puis même pour tout le monde, en fait, hein, effectivement. Alors, partager les résultats, où est-ce qu'on les voit? Est-ce qu'il y a un gagnant déjà? Est-ce qu'il y a un atome qui gagne? Ah, attendez. Je descends, mais ça ne marche pas. Ça marchait très bien avant. Non, c'est pas là. Ah, on est sur... C'est pas là. Excusez-moi. Ah, moi j'ai un truc qui s'appelle partager les résultats. Oui. Je le fais, mais je les vois pas les Non. résultats. Ah, c'est quand on descend sur le truc, c'est ça? Oui, peut-être descendez, vous pouvez descendre? Non, je peux pas descendre plus que juste le nombre de gens qui... Arrêtez de partager les résultats, il y a marqué. Non, je ne sais pas. Écoutez, je vais chercher ces résultats parce que On peut descendre. Quelqu'un dit on peut descendre. Je sais pas qui, mais... Ah, vous pouvez descendre, mais nous, on peut pas. C'est embêtant quand même. Ah! Ah oui. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un... Nabil, tu peux descendre? Je vais faire arrêter de partager les résultats. Tu peux voir que ça, quoi. Ah ben non, il faut partager les résultats, sinon vous n'allez plus rien voir. On voit juste le pourcentage total. Moi, je suis d'accord. Moi, je vois juste le pourcentage total. Oui. Alors, Et... je vais voir si je peux trouver... Bon. On va dire qu'en attendant la prochaine question, peut-être on peut repasser sur le diaporama, comme ça j'avance, moi. Je suis bavard, vous l'avez remarqué. C'est partie du jeu de la médiation d'être un peu bavard, je crois. Et pendant ce temps, je cherche les, Ok, les réponses. Parfait. Parfait. Donc, votre atome préféré, et voilà. Donc, vous savez un tout petit peu d'histoire des sciences, parce que, franchement, plus je fais de la médiation, plus je me rends compte à quel point c'est difficile de faire une bonne médiation scientifique si on ne parle pas d'histoire des sciences. Donc forcément, moi, ça m'a fait redécouvrir ce monsieur, Dmitri Mendeleïev, que tout le monde connaît, hein, bien entendu, mais déjà de voir à quoi il ressemblait, de voir à quoi ressemblait le brouillon de son premier tableau périodique des éléments historiques en 1869. Il y a la date qui est en bas à gauche. Alors, remarquez pas les dates exactement pareil que nous, mais... Et si je vous fais un zoom, vous pouvez voir que, en fait, ce monsieur, donc il y a des atomes que vous connaissez, hein, donc avec sa belle écriture, là, il y a des atomes que vous connaissez, et puis il y a des atomes, voilà, où il y a un point d'interrogation, avec marqué égal avec la masse atomique, en fait. Le poids, la masse, c'est ça. Et parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est quand même qu'il a passé 10 ans à faire ça pour faire de l'enseignement. C'est-à-dire que Mendeleïev, c'était un enseignant de la chimie, il adorait ses étudiants, il voulait bien travailler avec eux. Et en fait, il a passé 10 ans à se dire, en fait, à l'époque, on apprenait les atomes comme on apprenait le dictionnaire. C'est-à-dire que c'était pas forcément par ordre alphabétique, hein, mais par famille et tout, mais on étudiait la famille de machin, pouf, pouf, pouf. Enfin, voilà, on étudie. Et lui s'est dit, mais il faut trouver une façon cohérente de montrer tout ça, de montrer les atomes. Donc il a sorti, en 10 ans, il a réussi à trouver son système. Il a fait ça même, et en fait, c'est un peu l'inventeur des Pokémon. C'est ce que je dis aux gamins, c'est que il a fait des cartes avec le symbole de l'atome et tout un tas de caractéristiques, le poids atomique, tout un tas de choses comme ça dessus, les propriétés, hydrophobe, hydrophile, enfin, etc. Et il a essayé de ranger ces cartes pour faire une réussite qui soit capable d'être cohérent sur à la fois le poids atomique et la masse atomique, et à la fois les familles et les propriétés des familles. Et c'est pour ça que votre tableau, quand vous le regardez, alors il a fait ça à une époque où on ne connaissait pas le noyau atomique, les neutrons, les protons et la radioactivité. Donc c'est juste, en gros, de l'organisation d'informations. Et il a fait sa matrice et il a réussi à mettre ses cartes dans un ordre qui correspondait. Et il a fait 2 trucs géniaux à l'époque. C'est que d'une part, il a dit, bon, là, je mets mes cartes, mais en fait, si je regarde, les familles, c'est les colonnes. D'accord ? On est bien d'accord que dans chaque colonne, on a une famille. Et qui a des propriétés chimiques similaires. Et des fois, il n'avait pas de carte. Enfin, en gros, sa carte, elle serait bien allée à la famille d'après. Et en gros, il fallait laisser un trou. Et il a dit, bon, ben ok, plutôt que d'essayer d'avoir un tableau avec tous les atomes qu'on connaît, je considère qu'il y a des atomes qu'on ne connaît pas. Et donc, je laisse un trou volontairement
en me disant qu'un jour, on va trouver le trou, l'atome qu'on va mettre ici. Et le premier atome qu'on a trouvé dans les trous que Mendeleïev avait sorti dans sa publi, c'est effectivement le gallium dont on a parlé tout à l'heure, et le germanium juste après. Et il y avait le scandium aussi, je crois, si je me rappelle bien. Donc ça veut dire qu'il publie son tableau des éléments pour lequel il a mis 10 ans de travail. Ça fait pas trop de vagues. Et après, quelques années après, on découvre l'atome qui va dans le trou, où les trous, c'est les points d'interrogation qu'il a mis sur son tableau ici. Hein. Et donc, en fait, voilà, c'était quand même quelqu'un qui était assez génial. Alors, c'est pareil, l'histoire des sciences retient Dimitri Mendeleïev, mais il y en a d'autres qui étaient pas loin là-dedans, et qui avaient développé aussi des théories, mais les autres, on les a moins connus, parce que Mendeleïev, c'était quelqu'un qui était aussi, c'était un personnage un peu exubérant, et qui a réussi à passer à la postérité. Alors là, je vous mets un tableau des éléments qui doit plus ressembler à ce que vous connaissez aujourd'hui, d'accord? Mais en fait, le problème aussi, c'est que je me suis rendu compte qu'un tableau des éléments, on voit ça comme quelque chose de figé, alors qu'en fait, pas du tout. Un tableau des éléments, c'est quelque chose de totalement dynamique, en fait. C'est-à-dire que si je regarde le tableau des éléments de Mendeleïev en 1869, il n'y avait pas tous les atomes qu'on connaît aujourd'hui. Et celui-là, alors je ne sais plus de quand il date exactement, il y a la date qui est en bas, 2013. Vous voyez, il y a encore des... Alors, vous voyez ma souris ou pas? Je ne sais pas si vous voyez ma souris, en fait. Là. Je ne sais pas si vous voyez ma souris ici. Peut-être une souris à prendre particulière, je ne sais pas. Je ne vois pas votre souris, mais en bas, ouais. dans la barre, il y a l'icône souris, puis tout au-dessus, vous mettez pointeur. Alors, une icône souris en bas, ah oui, alors attendez. Vous mettez pointeur et du coup, vous allez par exemple voir... Ah oui, tout à fait. Voilà. Alors, pointeur, c'est ça, parce que là, je suis en pointeur privé. Là, c'est bon? Ouais, et on vous voit. Parfait. Donc là, vous avez des atomes, effectivement, qui ne sont pas découverts. Et là, si vous regardez en 2016, donc on est d'accord, c'est l'histoire récente quand même, hein, 2016, et bien là, vous avez vu, on a rempli tout le tableau des éléments. Donc ça veut dire que si on découvre un autre, là, pour l'instant, on ne sait pas exactement où il va être. Il n'y a plus de place. On a rempli tout le tableau des éléments. Et comme par hasard, on l'a rempli pendant les 150 ans de la découverte du tableau des éléments par Mendeleïev, en fait. C'est-à-dire il y a en 2019. Ok ? Donc du coup, voilà. Donc ça veut dire la dimension dynamique, c'est que si vous regardez, alors ce tableau il n'est pas parfait, mais il est joli par contre. C'est quelqu'un qui s'appelle, c'est un compte Twitter qui s'appelle Compound Interest. Et donc là, il vous met les atomes, la date de découverte et le pays de découverte. D'accord ? Alors le seul problème, c'est que sur cette représentation, les intervalles de temps ne sont pas les mêmes en fait, d'une colonne à l'autre. Par contre, si je regarde une vision dynamique comme ça, je peux voir que effectivement, le rythme de découverte des atomes est quand même exponentiel. Et que par contre, maintenant, il doit se calmer un peu parce que maintenant, c'est sur d'autres types de techniques pour les produire et qui font que... Alors, je regarde l'heure pour essayer d'être à l'heure et de garder un petit moment de discussion. Je vais vous montrer un autre travail qui nous avait bien inspiré aussi. C'est le travail d'un Japonais qui, lui, il avait fait un code. Alors, il avait codé les atomes de cette manière-là, en fait. Il avait fait un petit dessin, un petit avatar pour chaque atome, avec la famille chimique qui était codée par la coupe de cheveux, en fait. D'accord ? Donc, vous avez les gaz nobles qui ont une coupe à la rasta, en fait, par exemple. Sur la deuxième ligne, vous avez l'état, liquide, solide ou gazeux, d'accord, qui est représenté sur le bonhomme en forme de flaque ou en forme de petit nuage. Vous avez la suite d'autres familles. Vous avez, est-ce qu'il a été découvert récemment ou est-ce qu'il a été découvert depuis l'Antiquité? Donc ça, c'est un personnage avec une barbe. Vous avez aussi, en fonction de comment il est habillé, est-ce que c'est quelque chose qui a une utilité industrielle, scientifique, qui est fabriqué par l'homme et qui est artificiel, pour les spécialistes ou pour tout le monde. D'accord? Et après, vous avez aussi un truc qui est important aussi, qui est, on le sait tous, hein, que l'hydrogène c'est le plus léger, et que le dernier des atomes, c'est l'oganesson, au jour d'aujourd'hui, c'est le plus lourd. Donc en fait, il y a une indication sur la taille des atomes. Et quand il fait ce travail très minutieux, en fait, et ben voilà à quoi ressemble votre tableau des éléments, en fait. Ce qui donne quand même un petit peu, voilà, une idée un peu rigolote, et c'est quand même un peu plus sympa de le regarder comme ça. Donc nous, on aimait bien tout ça. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que pendant cette année internationale de la chimie, on allait demander aux chercheurs quel était leur atome préféré, exactement comme je vous ai demandé à vous. Et on a lancé une grande campagne d'adoption d'éléments chimiques.
pour créer un site web, donc vous avez le visuel qui était là, donc ça c'était le visuel de la version bêta en fait. Et dedans, j'ai cherché les moyens d'avoir les moyens financiers tout simplement, d'équiper d'embaucher des équipes de tournage professionnelles pour faire des courts documentaires où le chercheur allait nous raconter un petit peu quel était son atome préféré, nous ouvrir les portes de son laboratoire et nous le faire rencontrer. En fait. Donc, on avait un univers graphique qui était celui-ci. On avait forcément notre ami Mendeleïev, qui était le gardien de l'hôtel, en fait, avec, là, vous aviez les cases jaunes, c'était les cases où on avait trouvé des chercheurs et on avait tourné des petits films, donc dans le tableau de clé de l'hôtel, qui ressemblait au tableau des éléments. Et voilà, c'était un peu la version telle qu'on avait. Et forcément, on avait fait comme notre ami japonais, on avait représenté les atomes. Donc voilà, je vais vous laisser peut-être réagir dans le chat, parce que là, ça ne m'empêche pas de continuer à discuter. S'il y en a que vous avez l'impression de reconnaître, n'hésitez pas à nous à mettre dans le chat qui vous avez reconnu, en fait. Ces atomes-là, ils ont tous un petit peu des super pouvoirs. Alors, le plomb, effectivement, on a le plomb. Alors, j'ai mis en rond pour cacher, parce qu'il y avait son nom qui était marqué dessus. Qui c'est qu'il y a d'autre? Celui qui est vert, il est assez facile à trouver. Le carbone, effectivement, le carbone a 4 bras. Bravo. Noir et 4 bras, c'est le carbone. Là, je vous ai mis des faciles. Hein. Ceux-là, ils sont assez faciles à trouver quand même. L'uranium, effectivement, alors là, c'est un peu plus technique. C'est effectivement, il y a un super pouvoir, il y a une trace jaune, et il est un peu phosphorescent. Parce qu'en fait, la trace jaune, c'est qu'on avait rencontré une chercheuse qui travaillait sur la sonofluorescence de l'uranium, des ions uranyles. Et on avait travaillé là-dessus. Le fluor, effectivement, c'est la dent. Et le dernier, il y en a 2. Il y a le petit en haut à droite et le chlore en vert. Non, c'est le fluor en vert, en fait. Et donc celui-là, c'est un jeu de mots sur le nom de sa famille, en fait. Alors, en plus, il est rouge. Il fait de la lumière rouge. Alors, c'est pas l'hydrogène. L'hélium qui s'envole, effectivement, et qui rigole parce que il a dû se respirer lui-même, en fait. Et non, c'est pas le sodium. Celui qui est en rouge, donc c'est un atome qui émet une lumière rouge, qui est très connu, qui a... en fait, c'est un gaz noble. C'est un gaz noble. Alors, un gaz noble qui émet une lumière rouge, qui était très connu dans les séries américaines, en fait. Là, c'est l'argon, on se rapproche, mais c'est pas l'argon. Celui qui fait une lumière rouge, c'est le néon. Le néon, en fait, on dit un tube néon, mais en fait, un tube néon, il n'y a pas du néon dedans. Et en plus, il y a de la poudre phosphorescente dedans. Donc, en fait, la vraie couleur du tube néon, c'est le rouge, en fait. Comme, je vous dis, les signes des motels aux États-Unis, en fait. Ok. Et ben, on les a fait tous. Donc, vous imaginez quand même que d'avoir ça dans ces toilettes, c'est quand même vachement plus sympa pour les regarder. Bon, là, quand on l'a montré aux collégiens et tout, ils ont trouvé que c'était quand même un peu trop le bazar, en fait. Hein. Ils avaient besoin d'un peu plus d'ordre que ça. Donc, on leur a fait une autre version un petit peu plus propre, là. Mais voilà. Et on a fait aussi les tout derniers. Parce que quand je vous ai dit que c'était dynamique, eh ben, le numéro 114 a été découvert en 2004, le 115 en 2003. Alors, c'est pas découvert. La découverte a été validée par une autre équipe qui a fait la même manip. Et voilà, donc vous voyez que c'est quand même quelque chose d'assez... Et là, c'est un hommage à un chercheur russe, en fait, qui s'appelle Yuri Oganessian, qui est un monsieur assez important. Alors après, je vais faire un vote. Encore une fois, on va faire peut-être, je sais pas, je vous laisse juge de savoir si on fait un vrai vote ou pas. Je vais vous montrer 2 séries de visuels des mêmes atomes dessinés. Et je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. Je vais vous demander de me dire quelle série vous préférez. Donc la première série, c'est celle-ci, donc c'est celle, vous en avez déjà vu quelques-uns, d'accord? C'est dans ce style-là et cet imaginaire-là. Et la deuxième série, avec les mêmes atomes, vous les avez ici, par un autre illustrateur. Et voilà, donc l'idée c'est que vous me disiez, soit dans le chat, soit en répondant à les questions rapidement. Je vous remontre le premier, une dernière fois. Vous voyez, c'est exactement les mêmes atomes, hein, d'accord? La première série, le premier univers graphique et le deuxième univers graphique. Alors, attention, les votes sont partis. Quel artiste préférez-vous? C'est ça, le premier, le deuxième. Alors là, top chrono, vous avez 5 minutes, mais 2 minutes.
Oula, ça va hyper vite, 35% qui ont voté. Bravo. Alors, le premier, le deuxième. Et c'est vraiment important, hein, cette question que je vous pose, elle est vraiment importante pour nous. Alors, voilà. Je ne vais pas lire les commentaires parce que je ne veux pas influencer les gens non plus. 58%, c'est pas mal. Merci à vous de jouer le jeu, c'est chouette. Donc là, le premier, on est à 45% et 13% des deuxièmes. On n'aurait pas dû dire les résultats, c'est pas bien. Quand vous voulez, je peux fermer le sondage et on verra les résultats pour celui-ci. Ouais, ok, ça marche. On va arrêter là. On va arrêter là parce que j'ai encore plein de choses à vous dire. Ouais. Ok, allez, c'est parti. On est à 58%, c'est bien 58%. C'est joli. Ouais. Est-ce que tout le monde voit les résultats? Très bien. Oui, là on voit les résultats, effectivement. Très bien. Super. Donc je vais vous expliquer pourquoi on a eu ce questionnement-là, en fait. Si on reprend si on peut reavoir le diaporama. Voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a eu les sous des investissements d'avenir pour faire le projet dont je vais vous parler juste après, en fait, on a travaillé avec un producteur privé, qui est une société qui s'appelle Page Image. Et en fait, moi, j'ai une habitude de travail depuis pas mal d'années avec Gilles Macagno, qui est donc ce monsieur-là, en fait. Il y a quelqu'un qui a mis Gilles Macagno dans le chat, je ne sais pas comment il a fait pour savoir que c'était Gilles Macagno, mais bravo. Et donc Gilles Macagno a un style très BD années 80, en fait, avec de l'humour, avec des personnages genre la tronche de la dent avec le fluor, ou l'or, etc. Et en fait, le producteur a eu l'argument de dire non, ça ne plaira pas aux jeunes, ça ne fonctionnera pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a trouvé un autre illustrateur qui s'appelle Logi, qui a un style beaucoup plus web, en fait, et web design. Et effectivement, il y a quelqu'un qui a mis dans le chat, ça fait plus design, moins chargé et plus moderne. Et en se disant que pour les jeunes, les collégiens et les lycéens, qui étaient notre cible, en fait, ça fonctionnait mieux. Alors, bon, moi, j'étais pas forcément complètement d'accord, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans ces dessins-là, on perd la dimension humoristique. Donc, c'est-à-dire, on gagne effectivement en design et en web design. Par contre, on perd l'humour. Et ça, je trouve que c'est vachement dommage, en fait. C'est-à-dire que là, si vous regardez le fluor, là, moi, je trouve que c'est un personnage qui est beaucoup moins... en tout cas, après les goûts, les couleurs, ça ne se... Et en fait, l'idéal, je pense, parce qu'en fait, j'ai discuté avec le deuxième artiste après, c'est qu'on aurait pu tout à fait trouver un compromis où, à partir des dessins de Gilles Macagno, en fait, le web designer se serait inspiré de ça et aurait, plutôt que de recréer les dessins dans son univers à lui, peut-être dynamiser le design des dessins de Gilles Macagno. En fait. Donc voilà, au final, c'est vers le travail avec Logi qui a été réalisé. D'accord. Et donc Logi nous a fait un superbe fronton, hein, d'accord, de Atom Hotel, donc écrit en russe, là, pour un petit hommage à Mendeleïev, quand même, au passage. Et voilà, là, on a le tableau des éléments cliquables pour aller chercher les vidéos. Quand on clique, on rentre dans une chambre. La chambre a une couleur en fonction de la famille de l'atome. Et dedans, il y avait des petits éléments multimédia qu'on pouvait mettre. Là, des fois, il y avait des citations, on pouvait cliquer sur le livre. Alors, attendez, je ne sais plus si ma souris est comme il faut ou pas. C'est ça, normalement, vous la voyez, ma souris. Et bien entendu, on a eu notre ami Mendeleïev qui était là quand même, parce que... Et les dessins décidés par Logi, sur un petit fond comme ça. Et donc après, ce qui s'est passé quoi? Il s'est passé qu'on est allé, donc vu qu'on a réussi à réunir ce budget avec le coproducteur, on est allé sur le terrain, on a filmé beaucoup sur Montpellier, mais on a filmé aussi en même temps, on allait en Suède, au Muséum d'histoire naturelle de Stockholm, et en Suède, pas très loin, on a tourné plusieurs tournages, on a fait plusieurs documentaires. Il y en avait un autre sur l'île où on a découvert le lithium historiquement, et un autre sur l'île où on avait découvert les terres rares. Alors, les terres rares, je suis sûr que ça vous parle, ça. C'est toute cette famille un peu étrange, et là, dans l'histoire des sciences de la découverte des terres rares, il y a une histoire complètement incroyable. Donc ça, vous pourrez aller voir sur Atom Hotel, je vous mettrai le lien tout à l'heure. Ça s'appelle la saga des terres rares.
et vous apprendrez beaucoup de choses sur, voilà, sur cette famille d'éléments. Donc forcément, donc c'est beaucoup de travail, hein, je ne vous le cache pas, mais c'est aussi beaucoup de satisfaction parce que on a pu aller tourner dans des endroits un peu incroyables. On a pu rentrer dans la Banque de France. Alors on n'a pas pu rentrer dans le coffre où il y avait l'or. Ça, ils n'ont pas voulu. Enfin, disons qu'en fait, c'est tombé au moment où il y a des attentats et tout, et c'était pas compliqué. Enfin, c'était déjà compliqué à gérer, à négocier auparavant. Donc, on est allé juste au-dessus, à l'étage au-dessus, dans l'endroit où sont cachées les monnaies, en fait. Donc, les réserves de monnaie d'or, les louis d'or et tout ça. Mais pas les lingots. On n'a pas vu les lingots cette fois. Après, on est allé à Londres, à côté de Londres, pour rencontrer des gens qui sont des collectionneurs d'atomes un peu foufous, qui font le tableau des éléments qui est juste derrière, là, qui avait été installé dans un collège privé à la Harry Potter dans la banlieue de Londres, en fait. Et en fait, les parents s'étaient cotisés pour offrir ça à leurs élèves dans les couloirs du collège, en fait. On est allé voir aussi le dernier tailleur de diamants de Paris, en fait, parce que la taille des diamants, c'est beaucoup en Belgique maintenant. Et on avait rencontré un monsieur complètement incroyable, en fait, qui nous a raconté justement comment il taille ses diamants. Donc là, c'est moi qui tiens un diamant sur le doigt, juste parce que je pense que j'en aurai jamais un comme ça dans ma vie, en fait, en vrai. Mais en même temps, on est aussi allé voir le souffleur de verre de l'université de Montpellier, en fait, qui fait toute la verrerie pour les chimistes et pour les physiciens et pour ceux qui en ont besoin. Et le pavillon des isotopes à Paris, etc. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, ah oui, et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'effectivement, on a travaillé avec Gilles Macagno pour faire tous les dessins d'atomes. En fait, c'est-à-dire que Logi a juste réinvesti les dessins de Gilles Macagno qu'on avait co-conçus ensemble. Et ça a été un travail vraiment chouette de travailler avec un illustrateur sur voilà, à quoi il doit ressembler celui-là. Est-ce que le gallium, on lui met des charentaises et le germanium, on lui met des Birkenstock. Enfin voilà, ce genre de réflexion. Et on a travaillé aussi avec donc Baptiste Rouvard, qui est en fait le réalisateur des clips Atom Hotel et des documentaires, enfin faut pas dire clips, hein, ils n'aiment pas ça en fait, hein, des documentaires Atom Hotel, et avec son acolyte là, et c'est vrai qu'ils se sont régalés parce que c'est des gens qui sont très très éloignés du monde des sciences, et la rencontre entre nous qui avions des histoires de sciences à raconter et qui avions identifié les personnages et tout ça, et eux qui savaient raconter les histoires, ça a été vraiment quelque chose de chouette. Et donc ce quelque chose de chouette peut se voir, alors là c'est un peu le générique de toutes les personnes qui ont travaillé là-dessus en fait. Hein. Et tout ça vous pouvez le voir sur le site du Blob. Alors ça va être sur la chaîne YouTube de l'université, mais c'est voilà, on est en cours de... Mais si vous regardez sur la chaîne du Blob, le Blob c'est en fait le blog de la Cité des Sciences en fait, qui délivre des contenus numériques. Vous allez voir ça et vous pourrez voir le résultat dont on est tous très très fiers en fait, parce que c'est pas tous les jours qu'on a des moyens pour faire des jolis documentaires comme ça en fait. Et maintenant, on va vous demander de voter. Alors normalement, qu'est-ce que j'avais fait? Il n'y avait pas le teaser quelque part? Non, il n'y avait pas le teaser. En fait, je vous ai choisi des sujets qui correspondent un petit peu à vos, comment dire, à vos domaines de prédilection. Donc, je voulais vous montrer le carbone qui... Alors, pourquoi le carbone? Je ne sais plus pourquoi j'ai mis le carbone, il y a une raison, mais... Le carbone, ça parle du bois, en fait. Et je pense que le mieux, ce serait qu'on regarde le terbium. Si on peut lancer la vidéo du terbium, ou c'est moi qui dois le faire peut-être, je ne sais pas. Absolument, tu peux le lancer. Il y a une vidéo du carbone qui dure à peu près 1 minute. Et après, j'ai les vidéos terbium, calcium et européen. Alors, ouais. Alors le carbone, le truc, c'est que j'avais l'impression que j'avais mis le teaser au départ, en fait. Après, je peux vous mettre l'hyperlien du carbone que vous aviez mis. Ouais. Ah oui, non, c'est ça, c'est Hubert Reeves. Ah, c'est Hubert Reeves qui parle du carbone. Ça vous intéresse, ça? Oui ou non? Apparemment, en tout cas ici, allez. Oui. Non, c'est effectivement, c'est pas le clip sur le carbone, c'est Hubert Reeves qui était passé. Vous allez reconnaître l'amphi, hein, c'est le grand amphi du Monté. Hein, et il était venu pour un congrès, et en fait, vu que nous, on était un peu avec notre truc d'Atom Hotel et tout, on demandait à tout le monde quel était leur atome préféré. Et là, c'est Hubert Reeves qui vous montre, qui vous parle de son atome préféré. Voilà. On peut mettre... Je suis Hubert Reeves et je suis astrophysicien de métier.
Le carbone, évidemment, le carbone est probablement l'atome le plus précieux qu'il y a dans l'univers. C'est le seul qui se présente vraiment bien pour la vie. On pense que le carbone a des propriétés qui sont vraiment tout à fait favorables à l'adoption de la vie, de l'organisation des molécules complexes, non seulement sur la Terre et dans le système solaire, mais dans tout l'univers. Quand on trouve des molécules assez organisées, assez importantes, c'est toujours à base de carbone. Donc c'est vraiment l'enfant chéri de la nature. Voilà, c'est ça qui est génial avec Hubert Reeves, c'est que comme ça, en improvisation totale, il vous sort des expressions comme le carbone et l'enfant chéri de la nature, qui sont des belles expressions. Je vais vous en mettre un autre, c'est le clip de Jean-Philippe Pin, que vous connaissez peut-être, et qui est celui que j'ai trouvé le plus proche en fait de vos thématiques, et qui est une belle application justement du terbium en fait, et des terres rares dans la microscopie cellulaire en fait. Je fais partie d'une famille pas comme les autres, les terres rares. C'est grâce à nos super pouvoirs que les couleurs de vos écrans d'ordinateur sont aussi belles, que vos téléphones portables ont des écrans tactiles et que les éoliennes peuvent produire de l'électricité. Mon nom, c'est Terbium, et mon pouvoir est d'émettre de la fluorescence verte pour aider les scientifiques dans leurs recherches. Jean-Philippe fait appel à mes lumières pour comprendre ce qui se trame dans vos cerveaux au niveau moléculaire. Sa mission, imaginer des pistes pour fabriquer des médicaments capables de terrasser plus efficacement, plus sélectivement et sans effet secondaire des maladies comme Alzheimer ou la schizophrénie. Je travaille sur des molécules dans le cerveau et on essaye de comprendre comment elles marchent pour pouvoir proposer des approches pour trouver des nouveaux médicaments. À la surface des cellules du cerveau, ces protéines jouent un rôle capital de communication entre l'extérieur et l'intérieur des cellules. Un peu comme une antenne de télévision, elles captent les informations et les transmettent à l'intérieur. Un dysfonctionnement de ces protéines peut entraîner de graves maladies. Comprendre comment fonctionne une protéine, c'est comprendre comment elle bouge lorsqu'elle est activée. Or, le terbium est un élément intéressant pour faire des mesures de transfert d'énergie de fluorescence, qu'on appelle aussi fret. Jean-Philippe m'utilise dans une technique bien particulière qui repose sur la capacité de certaines molécules fluorescentes à transmettre leur énergie. Jean-Philippe observe le mouvement des deux protéines lorsqu'elles transmettent des informations à l'intérieur de la cellule. Pour cela, les scientifiques m'accrochent à l'une des deux protéines. Et sur la deuxième, ils y attachent une molécule fluorescente qui peut accueillir mon énergie. Quand une molécule fluorescente reçoit de la lumière, elle en émet à son tour. Et cette lumière émise, c'est de l'énergie. Certaines molécules fluorescentes peuvent transférer cette énergie à une autre, à condition qu'elle soit très proche. Ils envoient de la lumière ultraviolette sur l'échantillon analysé et regardent les lumières émises avec leur super microscope. Si je suis éloigné de l'autre protéine, les scientifiques voient seulement mon super signal, de la lumière verte. Par contre, si je suis très proche de l'autre molécule fluorescente, je transmets mon énergie et ce n'est pas mon signal que l'on observe, mais celui de l'autre molécule fluorescente. De la lumière violette ou rouge, selon la molécule utilisée. En observant les lumières émises à différents moments, les scientifiques ont fait une extraordinaire découverte. Lors de leur activation, les deux protéines tournent l'une autour de l'autre, comme si elles dansaient. La compréhension de ce mouvement permettra peut-être d'imaginer de nouveaux traitements. C'est quand même un sacré tour de passe-passe de voir danser les protéines. Ok, donc voilà ce que ça donne quand Jean-Philippe Pin nous ouvre les portes de son laboratoire, en sachant que, bien entendu, quand on parle de documentaire, ça veut dire que il y a de la musique, il y a en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est l'atome qui parle, en fait. Donc ça veut dire que les voix sont différentes d'un atome à l'autre. On a fait des atomes garçons, des atomes filles, qui essayent d'avoir le style de ce qu'ils sont, en réalité.
Donc il y a la musique, il y a la façon de filmer, il y a toutes ces choses-là qui demandent du temps, en fait. Il y a l'écriture de la voix off, il y a la chute à la fin, qui sont les choses importantes pour raconter des histoires, en fait. Voilà. Donc en fait, on a fait au total 25 clips atomiques et 5 road movies, qui étaient un petit peu plus longs. Et effectivement, ça représente une masse de travail tout à fait considérable, mais le résultat, ça a été mis en ligne que je me rappelle, 2015, je crois. Ça a été mis en ligne en octobre 2015. C'était sur le site de France Télévisions Éducation, sur le site d'Univers Sciences. Et voilà, écoutez, si en plus vous comprenez des choses que vous ne comprenez pas en cours, j'en suis ravi. On va peut-être mettre une dernière vidéo avant de pouvoir discuter un petit peu ensemble. Il ne reste pas beaucoup de temps. Vous savez que vous pouvez toutes les voir sur le site du Blob, en fait. Donc, si ça vous intéresse, allez farfouiller là-bas. Alors, la dernière vidéo, il fallait qu'on choisisse un peu laquelle vous préférez, mais c'est pas forcément évident. Le calcium, je vous dis un peu, je vous spoil, d'accord? Le calcium, ça parle de Jean-Yves Le Guenec qui travaille sur le calcium dans les cellules pour faire battre les cellules cardiaques. Et l'europium, c'est sur la fluorescence de l'europium. C'est un TP à l'université sur la fluorescence de l'europium. Donc dites-moi ce que vous préférez. Et puis on fait un sondage en 1 minute. Comme ça, ce sera rapide. Alors le calcium. Le calcium. Le carreau, il y a la team calcium qui se défoule. C'est parce que c'est plus de la biologie, c'est ça en fait. Ah non, mais le terbium, on l'a déjà fait. Hein. Le carbone, on l'a déjà vu. Donc c'est l'europium ou le calcium. Hein, Alors j'ai quoi? J'ai 3 voies calcium, 1 voie europium, 2 voies europium, 3 voies... ok, égalité. Avec calcium europium, on fait... Allez, rapidos, tout le monde vote et puis on choisit en fonction. C'est le plus démocratique. 31%, on arrête à 50%. C'est bien de mettre la pression pour les... 50%, pof. On dit qu'on arrête là. On a quoi? On a... Ah, c'est l'europium qui gagne. C'est l'europium qui gagne. Donc on peut balancer l'europium, alors on va dire. Le calcium, les autres, ne soyez pas frustrés, vous irez le voir sur le site du Blob. D'accord? Venez assister à une expérience absolument incroyable. La phosphorescence de l'europium. Comment ça, vous ne connaissez pas l'europium? Mais les aiguilles des montres et les étoiles lumineuses dans les chambres d'enfants, c'est moi. Allons assister discrètement à une séance de travaux pratiques de chimie magique avec Anne-Laure. La phosphorescence, c'est la capacité de la matière à émettre de la lumière après une excitation lumineuse, et ce même lorsque l'excitation a cessé. Les étudiants de licence ont la chance de pouvoir créer des opales, des saphirs ou de manipuler des ferrofluides. Mais aujourd'hui, c'est moi qui suis à l'honneur. Pour ce tour de magie, il faut mélanger en proportion bien précise des sels d'europium, 11 mg pas plus, et de dysprosium, encore un atome inconnu du grand public, mais à nous deux, vous allez voir, on fait un sacré numéro. Ensuite, on ajoute soit des sels de strontium ou de calcium et quelques autres ingrédients. Et puis on crée une combustion violente. Les étudiants adorent. L'expérience qu'on réalise ici, c'est une combustion auto-entretenue à l'aide de micro-ondes. Ça nous permet d'éviter d'utiliser des fours à haute température. Et voilà, il ne reste plus qu'à rincer à l'eau et à l'éthanol. On obtient alors des poudres contenant l'europium et le dysprosium associés avec du strontium ou du calcium. Ces poudres sont phosphorescentes.
Le rôle de l'europium dans la phosphorescence en fait, est primordial puisque c'est les niveaux électroniques de l'europium qui vont être particulièrement impliqués dans ce phénomène. Alors, quel est le truc? Lorsque je suis au repos, les électrons sont confortablement installés au rez-de-chaussée. Si on m'envoie de la lumière ultraviolette, les électrons excités montent à l'étage et redescendent aussitôt en relâchant de l'énergie sous forme de lumière. C'est la fluorescence. Par contre, le comportement des électrons change en compagnie du dysprosium. Un étage intermédiaire apparaît. Après avoir été excités par de la lumière ultraviolette, les électrons ne redescendent pas tout de suite au rez-de-chaussée, mais s'arrêtent à l'étage intermédiaire et y restent un petit moment. Puis ils redescendent chacun à des temps différents en émettant de la lumière. C'est la phosphorescence. La durée de la phosphorescence dépend de la qualité de la poudre et de la quantité de mon collaborateur, le dysprosium. Pensez à moi à chaque fois que vous utilisez une lampe à économie d'énergie. Si vous regardez bien, l'ampoule brille dans la nuit encore pendant quelques secondes lorsqu'on éteint la lumière. C'est ma façon à moi de vous dire au revoir. Ok. Bon voilà, vous avez eu deux documentaires. Alors, je vais si on revient au diaporama, c'est parfait. Je vais vous dire un peu justement, en fait l'intérêt, donc c'est que c'est effectivement des vidéos qui ont été faites en 2015, avec, on a fait les choses proprement, et c'est en même temps des vidéos qui sont tout à fait d'actualité aujourd'hui en fait. Donc ça veut dire que c'est un investissement qui, au final, peut porter ses fruits. Le projet Atomotel, en fait, on s'est rendu compte qu'une fois que ça a été mis en ligne, les enseignants avaient du mal à s'en emparer. Donc on a eu des sous de la région Occitanie pour aller faire une tournée dans 20 établissements de collèges et lycées de la région, où on a développé tout un tas d'activités, d'ateliers et de choses autour du tableau des éléments pour justement sensibiliser les enseignants à l'utilisation de toutes les ressources qu'on avait produites. Et on est sorti de cette tournée quelque chose qui est ce qu'on a appelé le jeu Atomotel. Et donc c'est un jeu qui a été co-construit et on a actuellement 3 prototypes avec des jolies boîtes en bois, des petites cartes. Donc on est revenu sur les graphismes de Gilles Macagno en fait, en cours de route. Donc là c'est les petites cartes. Et en fait l'idée c'est qu'on va se promener sur une carte du monde, enfin d'Europe au départ, et puis après on rajoute les États-Unis et le Japon, pour aller découvrir et acheter petit à petit des nouveaux atomes. Donc on commence par les atomes qui ont été découverts sans énergie, sans technologie, c'est ceux qui sont noirs, et puis après il faut arriver à en fait acheter la carte de la technique de l'électrolyse, acheter les chercheurs qui ont découvert l'électrolyse. Donc on fait de l'histoire des sciences en fait, hein. C'est un moyen de faire de l'histoire des sciences, et après on peut commencer à acheter les cartes des atomes. Donc on a remis un peu dans l'ordre les atomes de Gilles Macagno, d'accord, pour qu'ils soient un peu plus mieux rangés, un peu mieux rangés. Donc encore une fois, là ils y sont tous, hein, il y a les 118 qui sont là. Et donc ce jeu, on va voilà, il y a des doctorants en chimie, en mission complémentaire d'enseignement qui travaillent avec nous dessus, et on va essayer de faire une publication dans comment s'appelle la revue, Journal of Chemical Education. Donc on va faire des tests avec des collègues européens. Non, c'est pas disponible à la vente en fait. Parce qu'en fait, il faut qu'on arrive à tester justement avec des enseignants dans plusieurs pays, 2-3 pays européens si possible, qu'on teste en fait la validité de ce jeu, et il y a encore des histoires de droits réglés aussi par rapport aux illustrations et tout ça. Mais c'est en cours et on est en train de lancer cette dynamique-là en fait. Donc sinon, dans les choses qu'on a fait, par exemple, vous voyez que là derrière, il y a un tableau des éléments qui ressemble avec plein de bouquins. Donc on peut mettre des bouquins ou des objets qui contiennent tel ou tel atome. Là, on avait été invité à la Cité des Sciences à Paris, pendant la Fête de la Science, et on faisait des ateliers autour de la spectroscopie. Et en même temps, on avait une stagiaire métier du livre qui nous allait chercher plein de bouquins qui parlaient de différents atomes, mais des bouquins de la littérature. Ça veut dire que, par exemple, dans Agatha Christie et les empoisonnements d'Agatha Christie, dans Jules Verne, dans la BD, dans les mangas, il y a tout un tas d'évocations des atomes, dans les super-héros aussi, dans les comics et les super-héros, il y a plein de choses à trouver. Et
voilà, donc ça fait partie des choses qu'on faisait. Et voilà, ça là c'est juste pour vous dire qu'il y a même eu Dimitri Mendeleïev qui était allé à la BU Sciences de l'Université de Montpellier un jour. Je ne sais pas si vous reconnaissez les salles. Elles ont peut-être changé en fait, hein, les salles. Et voilà. Je ne vais pas vous dire beaucoup plus. Je vais rester là-dessus, je pense. Et peut-être que l'idée, ce serait que je puisse répondre un petit peu. Là, je pense qu'il reste une dizaine de minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Si vous avez des questions sur à la fois le métier de médiateur ou le service de culture scientifique de l'Université de Montpellier, ou par rapport au projet que je vous ai présenté, n'hésitez pas, on est là pour ça. On est là pour ça. Ou éventuellement, on peut aussi regarder les réponses à la première question si c'est possible à faire, mais je ne suis pas sûr que ce soit possible à faire. Oui, excusez-moi, du coup, effectivement, j'ai pas réussi à trouver les réponses. Je suis vraiment désolée. Ok. Dès que je pourrais savoir, je pourrais vous mettre en contact à vous. Mais tous ceux qui ont voté, je suis vraiment désolée. Je dois partager le vote avec vous. Voilà. Ok. Bon, on a eu de l'interactivité quand même. Hein. Ouais, ça a fonctionné. Avec les sondages et dans le chat, ça a marché. Ouais. Pour rappeler que si jamais vous voulez poser des questions, vous pouvez soit le faire dans le chat, soit vous demander du coup la parole en cliquant sur le smiley à côté de la barre de texte. Et du coup, il y aura un statut, levez la main. Et à ce moment-là, moi, je vous donnerai la parole. Ah oui, c'est ça. Ah, on peut parler pour... Oui, c'est pas mal ça. Exactement. Il faut juste demander la parole. Moi, je préfère ça au chat. Hein. Ouais. Oui, mais après, il y en a, je crois, qui n'ont pas forcément envie de montrer leur caméra, tout ça. Oui, tout le monde fait ce qu'il veut. Hein. Tout le monde fait ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. C'est ça. On peut parler, effectivement, sans allumer la caméra, c'est ça? On peut parler sans allumer la caméra, c'est vrai. C'est vrai. Ok. Ce que je veux dire, c'est que effectivement, c'est quand même beaucoup plus riche et beaucoup plus fin de parler en vrai que de poser une question par écrit, en fait. Oui, il y a plus de subtilité. On peut mettre du contexte aussi. Ben, regardez, là, il y a déjà quelques questions. Il y en a au moins 3 qui sont arrivées. Ok. Alors, donc le jeu n'est pas disponible, en fait, à ce jour. On y travaille. On y travaille aussi parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que au niveau du droit, ce qui est compliqué, c'est que moi, je suis une mission de service public, en fait. Ce jeu, il a été créé avec de l'argent public. Et ce que je souhaite, c'est qu'il soit le plus diffusé possible. Et c'est pour ça qu'on veut le publier dans Journal of Chemical Education. Mais ce que je veux juste, c'est que ce ne serait pas qu'on récupère l'idée, parce qu'en fait, on n'est pas du tout les personnes les plus à même de le diffuser et de le distribuer et de le vendre. Donc, je voudrais juste être capable de verrouiller le fait que si quelqu'un veut faire de l'argent avec, il soit obligé de nous rendre des comptes. Voilà. Donc ça, c'est les petits trucs sur lesquels j'essaie de travailler et qui ne sont pas évidents parce que c'est des choses que je ne maîtrise pas forcément complètement. Et, donc ensuite, alors pour les atomes, comment se forment-ils? Chimie quantique, oui, il reste un peu de travail. Alors, on s'est focalisé sur... On n'a pas parlé de molécules, ou très peu, et on n'a pas parlé de particules. C'est-à-dire qu'en fait, le projet Atomotel en lui-même était déjà suffisamment riche pour pas avoir besoin de trop rentrer dans tout ce qui était effectivement physique quantique, etc. Hein, mais après, il y a juste un truc, là où on a plus approché ça, c'est la physique, c'est dans un reportage sur un atome qui s'appelle le dubium, je crois, où l'idée c'est comment on fabrique les gros atomes super lourds et radioactifs, les derniers qu'on a découverts en fait, dans les accélérateurs de particules. Et ça c'est un sujet, parce que c'est un sujet d'actualité en fait, et qu'il y a un gros labo qui fait ça à Caen, en fait, qui s'appelle le Ganil. Donc il y a un clip qui a été fait sur ce sujet. En tant que médiateur, comment réagir à toutes les fausses informations qui circulent? Je crois que j'en suis autant atterré que tout le monde en fait. Ce qui est compliqué, c'est que moi, quand je suis en société, je parle plus de Didier Raoult et je parle plus. Enfin, quand il y a des discussions qui parlent là-dessus, et même du vaccin. Enfin, je veux dire, même le vaccin, c'est compliqué. Je n'en parle pas parce qu'en fait, on ne fait pas changer d'avis les gens. Et à la limite, quand on essaie de leur convaincre que, enfin voilà, il faut des techniques particulières pour. Si quelqu'un est dans la théorie du complot, vous ne pourrez pas l'en faire sortir en fait, ou alors il faut être très très malin et savoir comment faire.
Et quand c'est des amis, en général, moi, je préfère voilà, pas rentrer là-dedans. Après, il y a tout un tas de techniques, justement. Je sais qu'il y a eu un site sur Le Monde, je crois, une série sur Le Monde où ils expliquaient un petit peu comment essayer de faire un peu orienter. Voilà. Mais il faut le faire avec précaution parce que sinon, les gens se braquent et à la limite, c'est encore pire, en fait. Donc voilà, fausse complotiste. Voilà, c'est un peu la même question. Moi, j'ai pas de solution. Ce que je sais, c'est que là où j'étais le plus confronté à ça auparavant, c'était quand il y a eu les débats sur les nanotechnologies, où il y a eu des gros soucis au niveau de Grenoble, qui est une ville très industrielle, très scientifique, et où il y a aussi un gros centre de culture scientifique en fait, il y a eu une espèce de commission, je ne sais plus comment ça s'appelait, en fait, commission des choix scientifiques, un truc comme ça, qui a organisé de façon très très nulle des débats sur les nanotechnologies. Et je sais que nous, on avait fait un bar des sciences dans une brasserie de Montpellier où le débat avait été hyper chaud, mais ça avait été génial parce que les chercheurs avaient joué le jeu et que beaucoup de gens étaient sensibilisés à cette question-là. Mais c'est pas évident. Mais par exemple, voilà, quand il y a des oppositions vraiment très frontales du genre les créationnistes versus les gens qui croient en l'évolution, enfin qui croient en l'évolution, voilà, les biologistes, quoi. En fait, moi, je sais pas faire des débats comme ça. Je pense que c'est plutôt contre-productif et que souvent, ça se résume, mais c'est pareil dans les médias, hein, ça se résume souvent à la personne qui parle le mieux a raison, en fait. Et le problème, c'est que sur les questions du créationnisme, par exemple, le scientifique doit toujours se justifier, prouver, etc. Alors que quelqu'un qui a la foi, il n'a rien à prouver, en fait. Il dit juste que c'est comme ça, en fait. Donc le débat, il est inégal. Et c'est vrai qu'on ne peut pas mélanger de la science et de la croyance, en fait. C'est pas possible. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Donc on est dans d'autres registres. On peut être tout à fait un scientifique croyant, on peut être tout à fait un scientifique athée, mais le seul truc, c'est que quand on parle d'évolution, on en parle soit d'un point de vue scientifique, soit d'un point de vue philosophique, et les deux ne sont pas forcément miscibles, en fait. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et ce qui est compliqué aussi, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, on qualifie de complotistes entre guillemets, mais bon, regardez, le président des États-Unis qui parle de ces fake news, enfin l'ex-président des États-Unis, c'est pareil, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qu'on appelle une fake news, en fait? Qui est la fake news de qui, en fait? Au bout d'un moment, ça fait poser question, quoi. Mais le problème des complotistes, c'est que souvent, ça marche pas en escadrille, en fait, comme ils disent, hein. C'est-à-dire que les gens, ils vont croire, il y a un truc qui va faire qu'ils vont commencer à développer ce genre de théorie, mais en fait, après, ils vont adhérer à presque l'ensemble de ces théories, en fait. Donc ça veut dire que d'une opposition à un vaccin, on peut passer à des oppositions à tout un tas de trucs, en fait. Donc, rebonjour, monsieur Brassac. Oui, bonjour. Pour rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit, c'est vrai que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais du rôle des médias dans cette théorie du complot et dans la responsabilité qu'ils ont à la transmission de l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je trouve que par exemple pour le Covid, ça a été vraiment une responsabilité énorme sur beaucoup de gens. Et les chaînes de télé, par exemple, n'ont pas été, à mon sens, à la hauteur, tout le temps à la hauteur de la gravité et de l'explication. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'en pense que les médias, c'est comme les supermarchés. C'est-à-dire que personne ne vous oblige à acheter tel paquet de café ou tel paquet de café, quoi. C'est-à-dire que les médias, personne ne vous oblige à les regarder. Donc, effectivement, je pense que c'est presque tout comme il y a de l'éducation aux sciences, il y a de l'éducation aux médias qui se fait pas beaucoup à l'école en ce moment. Mais concrètement, on va avoir des générations. Moi, j'ai ma fille qui a 7 ans. Il y a des générations qui vont avoir des écrans dans les mains à longueur de temps. Si on leur apprend pas comment on trie l'information, où on va chercher de l'information, etc. Parce qu'il y a un gros piège avec les médias, c'est que vous pouvez vous dire « Ah, mais Internet est ouvert et Internet va m'ouvrir tous les points de vue possibles du monde. » En fait, c'est pas vrai du tout. C'est-à-dire qu'Internet va juste servir à vous conforter dans les opinions que vous avez déjà. En fait, si vous êtes anti-vaccin, vous n'allez jamais aller sur les sites qui sont... Vous allez voir tout de suite, tu dis « Ah non, mais là, ce site-là, il est trop pro-vaccin pour moi, je ne vais pas aller là-dessus. » Donc en fait, vous allez chercher sur Internet, et sur Internet, vu qu'il y a tout, vous allez toujours trouver ce qui vous conforte et ce qui vous met dans vos zones de confort. Parce qu'en fait, c'est excessivement difficile de changer d'opinion sur quelque chose. Et je suis quasi sûr qu'il n'y a aucun d'entre vous qui peut me dire
se rappeler d'un jour où il a changé d'opinion en regardant Internet. Uniquement Internet, en fait, je veux dire. Et donc, ça veut dire que l'éducation aux médias, ça veut dire, par exemple, est-ce que je regarde la télé ou est-ce que j'écoute la radio? Comment je multiplie mes sources d'information? Comment, des fois, parce que c'est ça aussi le truc, c'est plus ça va, plus les choses doivent aller vite. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a des gens, ils vont faire leur éducation à l'information et tout ça, c'est via les réseaux sociaux, via Twitter, ce qui est une catastrophe, en fait. C'est-à-dire que, voilà, prendre de la distance, prendre le temps de la profondeur et prendre le temps de la compréhension, on est dans un monde qui favorise pas ça, en fait. Et concrètement, la question du vaccin, pour moi, c'est une question qui est hyper complexe, qui a des enjeux économiques, qui a des enjeux de santé, qui a des enjeux de responsabilité collective. Enfin, ça mélange tout ça, donc c'est quelque chose de complexe. On ne peut pas dire les vaccins c'est bien ou c'est pas bien, en fait. Ouais, en effet, ouais. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui veut parler, c'est ça? C'est Margot, il me semble. Merci, vous m'entendez? Oui, parfait. Alors déjà, je voulais vous remercier parce que j'ai trouvé ça très intéressant et j'aurais bien aimé avoir ce genre de contenu quand j'étais au lycée. J'aurais une question à vous poser par rapport à votre métier de médiateur scientifique. Est-ce que ça existe dans tous les centres de recherche, dans toutes les universités, ou c'est spécifique à Montpellier? Alors non, heureusement, c'est pas spécifique à Montpellier. Ce qu'il faut voir, c'est que alors dans les universités, dans les centres de recherche, c'est plus des services communication, que je pense au CNRS, à l'IRD, à l'INSERM. C'est plus des chargés de communication qui ont une part de travail de médiation, mais entre guillemets, des médiateurs scientifiques vraiment qui ont ce poste-là et ces responsabilités-là au sein des universités. Il y en a de plus en plus. C'est pas des gros services. En général, les universités qui ont les plus gros services, c'est Strasbourg et Lyon, a priori, à mon souvenir. Mais il y a de plus en plus de nouvelles universités qui se mettent en place. Il doit y en avoir une vingtaine en France, en fait. Alors, il y a plein d'universités où on fait de la médiation, mais où c'est des chercheurs ou des maîtres de conf qui passent un peu de temps à faire ça. Mais avoir un vrai service, avec un vrai budget, avec une vraie politique, et des gens qui sont embauchés pour faire ça à 100%, c'est-à-dire pas des chercheurs qui vont faire ça un peu, mais des gens qui sont embauchés en tant que médiateurs scientifiques. Je pense qu'il doit y avoir une vingtaine d'universités qui font ça. Merci pour cette réponse de la part de Margot, j'imagine. Il y a d'autres questions au niveau du chat. Une question sur le populisme. Tout à fait. Alors, ma définition de la médiation. Juste avant, j'espère que j'ai rien raté. Ma définition de la médiation, c'est que, en fait, on est passé d'un monde où il y avait ce qu'on appelle la vulgarisation. La vulgarisation, c'est il y a un chercheur qui sait et il va expliquer aux citoyens qui ne sait pas. Donc c'était très descendant comme façon de montrer. Puis la science était comme ça en fait, il y a quelques années. Et puis depuis les années 70, il y a la médiation qui s'est mise en place. La médiation, l'idée c'est que on est un intermédiaire entre les citoyens et les chercheurs, mais on est là pour créer du dialogue. Ça veut dire que moi, quand je fais un événement de Bar des Sciences, le public qui vient a autant de choses à dire que les scientifiques qui viennent. Et c'est l'interaction entre les deux qui est intéressante. C'est-à-dire que c'est pas le scientifique qui va dire ce qu'il faut penser ou comment les choses se passent et tout, mais c'est un véritable dialogue. Et pour moi, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et c'est un peu comme... voilà, c'est très à la mode de faire de la co-construction du savoir, en fait. Et pour moi, c'est ça. C'est au lieu d'avoir... en gros... au lieu d'avoir une conférence, vous avez un bar des sciences. Au lieu d'avoir une conférence avec quelqu'un qui parle et qui sait, à des gens qui ne savent pas, entre guillemets, vous avez un bar des sciences où les questions du public sont aussi pertinentes que les réponses des chercheurs. Voilà. C'est un peu ça ma définition de la médiation. Le populisme, est-ce qu'il a sa place dans le monde scientifique? Alors Raoult, je vous ai dit, je ne parle pas de Raoult en fait. Je ne parle plus de Raoult. J'en suis incapable parce que c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Indépendamment du niveau d'études des gens, indépendamment de tout ça, c'est un personnage qui est excessivement médiatique, qui est très très fort pour manier la parole, qui, enfin voilà, pour moi c'est quand même, enfin je veux dire, c'est quelqu'un qui a dit qu'une molécule fonctionnait
en faisant un test sur 24 patients dont certains avaient été écartés, quoi. Donc, c'est juste pas sérieux. Donc, voilà. Après, mais ce qui est contradictoire, c'est que ce monsieur, il est quand même responsable d'un institut et qu'il a fait énormément de recherches en épidémio auparavant. Donc, ça veut dire que c'est un bon chercheur, mais il a dérapé médiatiquement, en fait. Donc, mais voilà. Donc, le populisme, le problème, c'est qu'on est dans un monde où les médias sont tellement importants. Alors, moi, j'ai pas la télé chez moi, en fait, mais concrètement, enfin, voilà, en plus, je pense qu'on est dans une période où il faut un peu s'accrocher pour avoir envie de suivre les infos en ce moment, quoi. Donc, donc je pense que je comprends qu'il y ait des gens qui décrochent. Moi, des fois, ça m'arrive de décrocher, de dire, ben là, je vais arrêter d'écouter parce que ça me saoule et tout. Et voilà, je crois qu'en fait, le truc, c'est ça existera toujours, en fait. Ça existera toujours. Il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome des prix Nobel, en fait, où quand vous avez quelqu'un qui a eu le prix Nobel, qui est quand même l'achèvement ultime du chercheur, eh ben, il y en a qui dérapent dans leur mode de pensée et qui pensent qu'ils sont légitimes sur des domaines qui ne sont pas du tout leur domaine d'expertise, en fait. Mais qu'ils sont tellement forts que ils ont. Et en fait, c'est un vrai truc qui est connu. Et il y a des gens qui commencent à dire n'importe quoi sur des trucs qui sont pas du tout leur domaine d'expertise, en fait. Donc, voilà. Donc après, le populisme, voilà. Contre le populisme, il faut de l'éducation. C'est comme tout, en fait. Je pense qu'il faut être capable de le détecter. Oui, alors il est son propre éditeur ou ses potes sont. Oui, Raoult, il y avait aussi des trucs où en fait il publiait les articles de ses potes et ses potes publiaient ses articles. Mais bon, après, ce qui est paradoxal, c'est que c'est quand même un mec qui a fait beaucoup de choses, quoi, scientifiquement et correct. Mais au bout d'un moment, il est arrivé dans un stade qui était. Voilà. On est presque l'heure là, non? Oui, tout à fait. Ouais. Ok. Écoutez, si vous n'avez rien à rajouter, en tout cas nous, on était très contents, c'était vraiment exceptionnel. Je pense que sur la majorité des personnes qui étaient là, ils ont vraiment apprécié, vraiment. Je pense à vous dire qu'en fait, on va finir aussi, bon, il y a d'autres intervenants après, dans la communication et la réflexion scientifique, mais à la fin, on finit en parlant, autour d'une table ronde. Donc, si vous avez Ouais. envie de continuer ce débat, qui était fort intéressant, ben, Ouais. notre table Alors, ronde se rapproche de ça, donc vous êtes tous invités. ok. On m'a posé la question. En fait, ce soir, on a un bar des sciences à 19h Oui, ben sur voilà, ouais, c'est ce que vous l'éthique et avez droits dit. animaux, donc ça va pas être possible ce soir. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant quand on fait de la science de se poser la question de comment on en parle et comment on la partage. Et Bien sûr. effectivement, c'est la première fois que j'interviens dans un congrès scientifique d'étudiants. Et je trouve effectivement qu'il y a du sens à ça. Et puis peut-être que ça va donner des idées à certains pour faire des voies qu'ils n'avaient pas forcément imaginées au départ. Donc pourquoi pas. Voilà. Merci à Ben, vous en tout super. cas. Ben, merci à vous et le plaisir est partagé, vraiment. Ok. Allez, bonne journée. Au revoir. Allez, au revoir, merci. Comment je fais